Avec Hélène, nous attendions ce moment-là depuis notre retour du Vietnam en 1953. 13 années plus tard, ça y est, notre rêve se réalise enfin. En poste au Cambodge voisin, après une année d'attente, nous avons pu obtenir un visa touristique pour revenir ici à Saigon. Oui, en 1966, le Sud-Vietnam existe encore et la capitale s'appelle toujours Saigon. Ici, c'est le quartier d'Akao que nous reconnaissons bien, alors que des constructions nouvelles inconnues de nous apparaissent au fil des rues par où nous emmène notre vieux taxi 4 chevaux Renault afin de nous déposer à Futo pour du champ de course. Alors qu'en France, la 4 chevaux Renault a disparu de la circulation, ici, par la force des choses, on lui prolonge la vie avec du fil de fer si nécessaire. Maintenant, nous sommes à Futo, tout près de Cholon, devant l'entrée du champ de course. En 1951, hormis les courses du dimanche après-midi, ce quartier était déserté par la population, seul de rares taxis, piétons ou cyclistes s'y aventuraient. Mon unité, la 61e compagnie de circulation routière, était stationnée à l'intérieur du champ de course, dont on voit encore l'entrée du cantonnement, là sur la gauche, par où entre le camion de l'armée vietnamienne. Le tour du champ de course se termine en faisant du slalom à bord d'un cyclo qui nous emmène tout droit visiter le fameux jardin botanique de Saigon où la famille au grand complet nous y attend. Chacun est ému par ses retrouvailles et ça se comprend. Notre rêve devient réalité. Hélène retrouve sa mère, ses frères, ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces. Quel bonheur! Après Hélène et nos 3 enfants, on reconnaît Tai, Phai, Mui, Hung, Fung, Wai et la grand-mère. Sur les genoux de sa mère, Wai, encore bébé, la tétine dans la bouche, reste indifférente à l'événement. À notre époque, on a plus de chances de voir un éléphant dans un zoo que dans la forêt, alors que dans les années 1951-1953, on en rencontrait en liberté sur les hauts plateaux du côté des 3 frontières. La pendule florale nous fait signe de quitter les lieux afin d'avoir un peu de temps pour revoir d'autres souvenirs, parmi lesquels la célèbre rue Katina, située dans le quartier chic de la capitale sud-vietnamienne. La rue Katina me rappelle quelques autres souvenirs de mes 20 ans. On y trouvait les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants et les bars à la mode que nous n'avions pas les moyens de fréquenter. Le petit Larousse nous rappelle qui fut le général Katina, dont le nom a été donné à cette rue. Il fut l'un des meilleurs capitaines de Louis XIV. Les soldats l'appelaient le Père La Pensée. C'est en haut de cette rue que se trouve la cathédrale, dont on ne peut oublier la structure en briques rouges, et surtout pas que c'est à l'intérieur de ce centre de culte que le 21 mars 1953, avec Hélène, on a dit oui devant monsieur le curé. Quelle belle journée! La poste et le théâtre n'ont pas changé non plus. Nouvelle venue dans le paysage, l'imposante silhouette de l'hôtel Caravelle nous rappelle avec insolence qu'il y a fort longtemps que nous ne sommes pas venus par ici. Avant d'être un centre gouvernemental de propagande, ce bâtiment appartenait à M. Lucien Berthet. Hélène y a travaillé comme vendeuse chez le coton en 1952, lorsque ce magasin s'appelait encore Nouveauté Katina. Je me faisais un grand plaisir de garer ma moto Harley-Davidson devant ce magasin lors de mes visites par ici, et on devine pourquoi.
Un coup d'œil sur le boulevard Charnaire avant de remarquer ce navire de l'US Navy entrant dans le port de Saigon, qui nous rappelle qu'ici la guerre est terminée depuis 1954 pour nous Français, mais qu'elle continue pour les Américains. Le boulevard Bonnard nous mène tout droit à Cholon, ville chinoise, là où résident Tai et Fung avec leurs 2 enfants. La poste de Cholon autour du rond-point me sert de repère pour mieux situer l'hôtel où nous avons résidé en attendant un logement à Futo. C'est au premier étage de ce bâtiment, qui fait l'angle, que nous avons occupé une chambre durant environ 2 mois. Malheureusement, cet hôtel est aussi fréquenté la nuit par des joueurs de mahjong dont la présence se remarque par le bruit répétitif engendré par le brassage des jetons sur les tables de jeu. Un petit marché de quartier de Cholon nous fait découvrir, à même le sol, la diversité des produits proposés aux ménagères, attentives à la qualité, qui déterminera obligatoirement le niveau de marchandage selon la coutume locale. Avec Fung, nous faisons une incursion sur le marché central de Saigon, histoire de comparer les prix pratiqués ici. Ce grand marché, qui est aménagé et achalandé à la mesure de la capitale, nous permet d'admirer les couleurs variées des produits locaux qui eux aussi seront concédés après moult marchandages. C'est ainsi que chacun y trouve son compte. On peut aisément distinguer à la tenue vestimentaire une chinoise d'une vietnamienne. La première porte une tunique courte, genre bustier, par-dessus un pantalon, alors que la seconde est généralement vêtue, par-dessus le pantalon, d'une tunique plus longue et fendue sur les côtés qui descend presque jusqu'à la cheville. Cholon est un quartier très fréquenté débordant d'activités variées. Par exemple, chez certains tailleurs chinois à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine, il est possible de passer commande d'un costume ou d'un autre vêtement qui sera fait sur mesure dans les 48 heures suivantes. Bien que connaissant l'exceptionnelle disponibilité souriante de ces courageux artisans, j'en suis toujours aussi surpris de constater cet exceptionnel engagement qui dynamise certains pays d'Asie. La grand-mère, que les enfants appellent Apport, a tenu à nous amener à la pagode située dans le quartier de Djadin, peut-être pour remercier le Bouddha de nous avoir permis de revenir jusqu'ici. Le calme de ce lieu de recueillement, malgré le va-et-vient des fidèles, démontre le degré de ferveur que chacun déploie pour mieux concentrer sa pensée sur ce qui est demandé à celui qu'on est venu prier.